Bonjour, bonjour et bienvenue avec nous pour cette conférence dédiée au PEA, le plan d'épargne en action et intitulée le PEA, un outil performant pour investir en bourse. Il fêtera d'ailleurs, oui, c'est 30 ans l'année prochaine, le PEA, le bel âge pour ce produit d'épargne qui permet aux épargnants d'investir en bourse avec une fiscalité privilégiée. Oui, mais voilà, maîtrisez-vous bien votre PEA, la fiscalité, justement les produits éligibles, l'univers d'investissement, le plafond. Pas mal de paramètres à connaître finalement, et ça tombe bien parce que je suis en compagnie aujourd'hui de Jérémy Toubiana, responsable distribution France Lyxor ETF. Bonjour Jérémy. Bonjour Laurent. Alors, avec vous, on va revenir justement sur tout ce qu'il faut savoir sur le PEA, mais aussi sur la place de choix que peuvent prendre les trackers ETF, c'est la même chose. Au sein du PEA, nous sommes ensemble pour 30 minutes, peut-être un petit peu plus. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Vous pouvez bien sûr le faire en direct. Nous consacrerons un moment à la fin de cette présentation pour y répondre. Alors, de toute façon, on ne va pas perdre de temps, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est la première journée du e-salon qui s'adresse plutôt aux débutants en bourse. Et vous aviez envie, Jérémy, tout simplement de rappeler les bases, les caractéristiques principales du PEA. Alors peut-être un petit mot avant de commencer de parler des caractéristiques du PEA, c'est de remarquer le regain d'intérêt des nouveaux épargnants français pour le PEA, pour les marchés financiers en général. Effectivement, on le voit, les livrets d'épargne rapportent très peu, le livret d'épargne, le livret A rapporte quasiment rapporte 0,5 par an. Les rendements des fonds euros sont en baisse. Donc en fait, les nouveaux épargnants français ou les épargnants français recherchent des nouvelles opportunités, peut-être même des nouvelles enveloppes. Et le PEA, on le constate, commence à regagner l'intérêt parce que finalement, on va voir que c'est une enveloppe très simple et vraiment une enveloppe d'épargne long terme. Alors que historiquement, c'était plus considéré comme une enveloppe de boursicotage, on va dire, alors que finalement, c'est une vraie enveloppe d'épargne long terme. Alors, peut-être les particularités du PEA. Rappel des grandes règles. Déjà, comment on fait? Où est-ce qu'on va ouvrir un PEA? Donc, on peut l'ouvrir via sa banque traditionnelle. On peut, si on a besoin de conseils, faire appel à un conseiller financier. Et on peut, et on le voit de plus en plus, se diriger vers des banques ou des plateformes en ligne. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est très facile d'ouvrir un PEA. Ensuite, on ne peut détenir qu'un seul PEA par personne. À la différence, par exemple, de l'assurance vie, on peut en avoir plusieurs par personne. Même des comptes titres. Exactement, effectivement. Donc là, le PEA, c'est un par personne, donc 2 par couple. Et on peut même avoir un PEA jeune pour les majeurs rattachés au foyer fiscal qui ont entre 18 et 25 ans. Donc ça, c'est un point également important. Ensuite, le plafond. On peut investir jusqu'à 150 000 € au sein d'un PEA. Alors ça paraît beaucoup. C'est pas mal. Oui, ça paraît c'est pas mal, mais c'est beaucoup. Alors j'attire votre attention qu'on peut aussi investir 100 €, 50 €, que 1000 € dans son PEA. On n'est pas obligé d'atteindre évidemment son plafond. Au contraire, on peut même l'alimenter de petits montants, 50 € tous les mois. Et on va le voir que c'est important justement pour lorsqu'on débute en bourse d'épargner tous les mois. Donc en tous les cas, c'est un plafond élevé, mais on peut en profiter. Exactement, on peut investir. Jérémy, vous avez raison de le préciser parce qu'on est sur la première journée avec les débutants et souvent on se dit, voilà, moi je n'ai pas forcément beaucoup d'argent consacré à la bourse, ce ne sera pas intéressant de mettre 50, de mettre 100 € sur un PEA par mois. Et vous dites que ce n'est pas vrai. Alors, ce n'est pas vrai. Alors évidemment, l'investissement sur les marchés financiers comporte un risque de perte en capital que l'on n'a pas quand on investit sur un livret A par exemple ou un fonds euro. Mais commencer à épargner tous les mois au sein de son PEA, finalement, ça permet de lisser les risques et on se rend compte que sur le long terme, plus on investit tous les mois, plus notre risque de perte en capital baisse. En fait. Donc, c'est un point important. Donc, finalement, on se rend compte que le PEA, ce n'est pas réservé à des personnes fortunées. On peut y accéder très facilement et y investir des petites sommes d'argent tous les mois. Donc ça, c'est effectivement une particularité appréciable. Quand même, on ne va pas passer à côté de l'éléphant dans le couloir. L'avantage du PEA, c'est, j'en parlais, cette fiscalité, notamment après 5 ans qu'il a, est très attractive. Alors là, la fiscalité, effectivement, c'est le point majeur du PEA. Alors, quand on regarde un peu ce petit tableau, on se rend compte qu'à partir de 5 ans de détention, d'accord, on ne va plus payer l'impôt sur le revenu. On va payer uniquement les prélèvements sociaux. Donc, on va être taxé à 17,2%. J'insiste, ce n'est pas tous les ans qu'on va être taxé, c'est uniquement quand on va vouloir récupérer l'argent qu'il y a dans son PEA. Évidemment, c'est un point aussi important, à partir de 5 ans de détention, quand je peux commencer à faire des retraits sans entraîner la clôture de mon PEA. Ça aussi, on se dit, il ne faut pas que j'y touche parce que sinon ça va le faire. Mais finalement, à partir de 5 ans, on est bon. Avant 5 ans,
Bon, là, effectivement, si on cherche à retirer de l'argent, ça va entraîner la clôture du PEA. Et là, l'imposition sera plus lourde. On va payer la partie imposition et la partie prélèvements sociaux. Prélèvements sociaux, les 17,2. On peut adopter le barème de l'impôt. Mais en tous les cas, point important, on est vraiment sur une situation où, à partir de 5 ans, on a beaucoup plus de souplesse maintenant sur le PEA et donc on peut avoir une fiscalité souple. C'est pour ça qu'il est important de prendre acte. Voilà, c'est ce qu'on dit, prendre date, c'est ça. De l'ouvrir dès que possible, de mettre 10 €, mais au moins on aura pris acte. Donc si on n'a pas l'occasion de l'alimenter parce qu'on n'a pas forcément les revenus le permettant, on aura pris acte et quand on aura l'opportunité de le faire, on pourra le faire à partir de 10 ans, 20 ans, 50 ans, j'en sais rien. Mais en tous les cas, les 5 ans seront passés, voilà, tranquillement. Exactement. Et donc ça, c'est important. Donc ça, c'est un point très important. L'autre élément qui va bien sûr intéresser les gens qui nous regardent aujourd'hui, ce sont les frais, parce que les frais, ils conditionnent aussi la performance. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur le plan d'épargne en action? Alors, là aussi, on a différentes couches de frais qui vont s'appliquer. Alors, ça ne veut pas dire que ça va forcément gréver la performance. Et aussi, on va remarquer qu'en fonction des intermédiaires par lesquels on va passer, les frais vont être différents. Donc, par exemple, on va avoir des droits de garde. D'accord ? Typiquement, ces droits de garde vont varier en fonction de l'intermédiaire financier, sa banque, son conseiller financier. Mais globalement, les droits de garde, il n'y en a pas quand on passe par des plateformes ou des banques en ligne. Donc ça, c'est un point majeur. Ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va avoir des frais de courtage. Parce que vous savez que dans un PEA, on peut acheter des actions ou des ETF, voire aussi des fonds. Donc sur la partie actions et ETF, on va payer des frais de courtage. Les frais de courtage, c'est quoi? C'est quand finalement je vais acheter ou vendre une action ou un ETF dans mon portefeuille. Donc à chaque fois que je passe une opération, je vais supporter des frais de courtage. Point important, ces frais de courtage depuis la loi Pacte sont limités à 0,5%. Donc là aussi, il y a cet argument de se dire finalement mon enveloppe fiscale ne va pas me gréver, les frais de l'enveloppe ne vont pas gréver forcément la performance. 0,5%, ça reste limité. Ensuite, il y a un dernier point, c'est le sous-jacent qu'on va choisir. Donc sur quoi on va investir? Donc on peut investir sur des actions, effectivement, ou alors on va pouvoir utiliser des fonds, donc, ou des ETF, donc des fonds qui répliquent à la hausse comme à la baisse la performance d'un indice boursier, ou ce qu'on appelle des fonds traditionnels ou des fonds actifs. Là, il y a des écarts de frais aussi. Un ETF a des frais de l'ordre de 0,3 quand un fonds a des frais de l'ordre de 2%. Alors pourquoi cet écart? Sur un ETF, on va juste répliquer l'indice à la hausse comme à la baisse, donc on ne fera pas plus, on ne fera pas moins. Sur un fonds dit actif, où on va payer plutôt 2% de frais en moyenne, on fera peut-être plus, mais on fera peut-être moins. Donc en fait, l'écart s'explique par le fait que le gérant va avoir l'ambition de faire mieux qu'un indice de référence. Donc pas de jugement, pas d'opposition entre les deux. Pas de jugement de valeur, surtout pas d'opposition entre les deux. Les deux sont complémentaires, mais en tous les cas, c'est bien de le savoir et d'avoir ça en tête. Donc on a des droits de garde d'un côté, des frais de courtage de l'autre et les frais des sous-jacents. Encore une fois, en passant par des plateformes en ligne, on va réussir à en tout cas économiser sur les droits de garde et ça, c'est un point important. Bon, on a parlé un peu avec vous des différents produits qui étaient éligibles. On peut mettre de l'ETF, des fonds, on peut mettre des actions. Par contre, il y a une limite sur le PEA, c'est que tout n'est pas éligible, loin de là. Et ça, c'est une limitation importante. Alors, le PEA, c'est plan épargne en action. Donc, dans le PEA, on va pouvoir investir que sur des actions de la zone euro. Donc, on va retrouver des actions de la zone CAC 40, de la zone européenne, de la zone euro, pardon. Donc, on va retrouver de l'Italie, de l'Allemagne, l'Espagne. Exactement. Tous ces pays-là. Faut avoir un point en tête, c'est que typiquement, globalement, la plupart des plateformes ou des banques traditionnelles limitent l'accès à des valeurs hors de la zone France. Soit parce que les frais de courtage, quand on va vouloir acheter une action allemande notamment, va être plus élevés, tout à fait. Ou soit parce que tout simplement la plateforme ne nous donne pas accès dans notre PEA à des valeurs allemandes listées sur le côté sur le marché allemand. Donc ça rend le champ quand je vous écoute finalement, c'est zone euro, mais la plupart du temps c'est France, en gros. Oui, ça peut être France. Ça peut être France, ou alors si c'est plus, typiquement ça peut être parfois plus cher. Les frais de courtage peuvent être plus élevés. Donc du coup, le champ d'investissement est globalement limité. Alors, un champ d'investissement limité, mais Jérémy, je pense qu'on regarde tous l'actualité, on voit tous les performances, notamment sur l'année 2020 de la tech américaine. Ça veut dire que potentiellement, je me prive de performances boursières à l'international qui peuvent être meilleures que celles de la zone euro ou que de la France. Alors là, effectivement, on s'aperçoit qu'en 2020, avoir des actions françaises, si on avait acheté toutes les actions de l'indice CAC 40, on aurait perdu 5% si on avait acheté en début d'année et revendu en fin d'année. Donc effectivement, quand on voit qu'en face,
les marchés émergents, par exemple, le MSCI World, et donc toutes les actions mondiales. C'est les plus grandes actions mondiales. Exactement, c'est les 1600 actions, les plus grandes, les grosse 1600, capitalisation mondiale. Exactement. Et ou alors le S&P 500 ont tous affiché une performance positive. Donc on sait que l'année a été compliquée sur les marchés financiers. Pour autant, dès lors qu'on sortait du marché du CAC 40, hors zone euro, S&P 500, MSCI World ou marché émergent, on avait une performance positive. Et ça, on peut faire ce constat sur plus long terme. Je pourrais vous dire, finalement, c'est 2020, mais ça ne présage pas forcément de ce qui s'est passé plus long terme. Oui. Historiquement, on a regardé sur 2010 et entre 2010 et 2020, sur 20 ans. On peut le faire le constat sur plus longue période encore. Le S&P 500 a fait 273%, le MSCI World 180%, les marchés émergents que 56%. Le CAC 40 a quand même affiché une belle performance positive, 105%. Mais effectivement, c'est moins bien sur les 10 dernières années que le S&P 500 ou le MSCI World. Là aussi, j'attire votre attention, Laurent, sur le fait que depuis le début de l'année, on constate que cette année, c'est le marché français ou le marché de la zone euro qui fait mieux que le S&P 500. Donc, il ne faut pas faire de généralité, d'accord ? Ce n'est pas tous les ans que le marché américain va faire mieux que le marché de la zone euro. Ce qui est important, c'est de se dire diversifier son investissement sur différentes zones. Ça peut être intéressant et c'est là où les ETF vont peut-être tirer leur épingle du jeu. Oui, parce que vous m'avez un peu déprimé. Là, je me dis, voilà, j'ai mon PEA, vous m'avez expliqué tous ses avantages et puis là, j'ai l'impression que je le vois condamné à être privé de ses meilleures performances ou alors peut-être être obligé d'avoir un compte titre à côté pour m'exposer à des actions étrangères hors zone euro. Et là, vous allez me dire, pas forcément. Pas forcément grâce aux ETF. En fait, de par leur fonctionnement, les ETF vont nous permettre de nous exposer à toutes les actions, à toutes les zones internationales. D'accord ? Donc, je rappelle, ETF, c'est Exchange Traded Fund. Donc, c'est un fonds coté en bourse. C'est un fonds que je vais pouvoir acheter et vendre comme une action. Donc, je vais pouvoir acheter mon ETF CAC 40 qui va répliquer l'indice CAC 40 ou mon ETF S&P 500 qui va répliquer la performance du S&P 500, l'acheter à 10 heures et le revendre à 10h03 comme une action. Et pas comme un fonds traditionnel. Pas comme un fonds traditionnel, là, il y a des valeurs liquidatives. Évidemment, j'insiste sur le fait là aussi que plus la durée de détention va être longue, donc on n'incite pas les gens à acheter à 10h et revendre à 10h03, chacun fait comme il veut. Et quand on débute en bourse, c'est important de ne pas considérer l'investissement boursier comme un investissement à court terme. C'est du long terme. La bourse, c'est une course de fond. Ce n'est pas un sprint, donc il faut bien l'avoir en tête. Et souvent on s'essouffle d'ailleurs, quand on sprint, on peut avoir des déceptions et on se dit, surtout pour peut-être les débutants qui nous regardent, on va faire quelques bonnes performances au début, puis des comptes performances, puis allez j'arrête tout, c'est terminé. Et le bon moyen de se prémunir de ce risque-là, en tous les cas, c'est effectivement d'acheter déjà sur le long terme et d'investir, comme je le disais tout à l'heure, tous les mois, et ça on peut le faire sur le PEA, et on l'a vu encore une fois que grâce à la fiscalité, plus on attend, plus la fiscalité va être avantageuse. Donc en fait, on se rend compte sur ce slide-là, on le voit bien, qu'on a des ETF sur toutes les zones géographiques, donc le Nasdaq, du S&P 500, du Brésil, de l'immobilier coté, donc on peut investir sur les SIC, ce qu'on appelle les SIC, dans son PEA. On peut faire donc du PEA monde, donc c'est le MSCI World, on peut investir sur la thématique de l'eau. Finalement, on peut vraiment faire tout ce qui nous passe par la tête, à peu près tout. Donc pour investir sur les marchés financiers, évidemment, ces investissements-là comportent un risque de perte en capital, mais comme une action ou comme un fonds. D'accord ? Donc ça aussi, c'est un point à avoir en tête. Grâce aux ETF, je ne suis pas limité à uniquement la zone euro. Je peux élargir mon exposition et diversifier mon portefeuille. Complètement global. Global, exactement, international. International. L'autre avantage aussi, finalement, c'est de se dire que c'est plus simple d'acheter un ETF sur le CAC 40 que d'essayer de répliquer l'indice soi-même. On pourrait se dire, finalement, moi aussi, je peux faire mon ETF, j'achète j'achète une action ou plusieurs du CAC 40 et puis je l'ai, je n'ai pas besoin de passer par vous. Mais alors, moi, je regarde l'action Hermès, c'est 1 200 € aujourd'hui. Je me dis que là, pour le coup, c'est beaucoup moins accessible. Effectivement, si je veux acheter qu'une seule action de Hermès, je dois débourser 1 200 €. Si on ça commence déjà. Ça commence, voilà, ça peut faire beaucoup. Si je regarde du LVMH, je dois débourser 652 € pour avoir qu'une seule action de LVMH, etc., etc. Et on s'est amusé justement à regarder combien devrais-je débourser d'argent si je voulais acheter une action. Juste une action de chacun des titres du CAC 40. Donc, il me faudrait débourser 5 680 € au 31 mai 2021. Donc, si je veux faire tout seul, donc pas répliquer le CAC 40, juste acheter une seule action de chacun des titres du CAC 40, je devrais débourser 5 680 €. Donc, ça peut faire beaucoup.
On a regardé également sur l'indice MSCI World, où il y a les 1600 plus grosses actions internationales. Donc là, pareil, c'est quasiment 300 000 €. Donc, c'est pas mal. Tout le monde ne peut pas le faire. Donc par exemple, si je veux acheter du Google ou du Amazon, je devrais débourser au moins $2000 en plus. C'est en dollars. Là, c'est de l'euro sur le tableau. Mais globalement, c'est assez contraignant parce que je dois peut-être acheter les actions en dollars, puis après les convertir. Donc, je m'expose au risque de change. Au risque de change potentiellement. Là, avec l'ETF, finalement, on va pouvoir en une seule transaction acheter, par exemple, toutes les actions du CAC 40. Et ce, avec des montants d'investissement très faibles. Donc, un ETF CAC 40, ça vaut à peu près 64 €. D'accord ? Donc, je peux acheter toutes les actions du CAC 40 dans la proportion du CAC 40 avec seulement 64 €. Pareil sur le MSCI World, dans mon PEA, au lieu de débourser 300 000 € quasiment, il me suffit d'acheter donc un ETF 22,30 €. 22 €. C'est pas mal. En déboursant 22 € pour une part, je vais pouvoir acheter toutes les actions du MSCI World dans les proportions du MSCI World. Et donc, on comprend justement avec le prix d'acquisition de l'ETF que, déjà, je ne suis pas limité, ça va être listé, coté sur le marché parisien. D'accord ? Donc, je peux acheter des actions allemandes grâce à un ETF qui va répliquer les indices allemands parce que l'ETF va être coté sur le marché français. Je vais pouvoir acheter évidemment le CAC 40 ou d'autres zones. Je vais pouvoir acheter les actions mondiales parce qu'elles sont aussi cotées via un ETF sur un marché français. Je vais pouvoir les acheter en euros. Donc, je n'ai pas de problème de devise. Et ensuite de ça, j'ai un risque de change potentiellement, mais je n'ai pas un risque d'acheter le sous-jacent en dollars. Et ensuite de ça, je vais pouvoir débourser de faibles montants. Et on se rend compte que l'ETF est justement parfaitement adapté pour des investissements réguliers. Je peux investir une part d'ETF MSCI World chaque mois dans mon PEA. Donc 22 €. Alors là, c'est 22 € au 1er juin. Mais ça peut être plus, ça peut être moins en fonction de l'évolution. On peut en acheter 2 ou 3. Voilà, on peut en acheter 2 ou 3, mais ça va dépendre surtout de l'évolution du MSCI World dans les mois à venir. Mais en tous les cas, ça rend l'investissement beaucoup plus accessible. On est plus souple et on a accès à toutes ces zones-là en une transaction, acheter toutes les actions d'un indice boursier dans son PEA sans limitation de zone géographique. PEA, ça c'est intéressant. Une question peut-être, elle ne nous a pas été posée, mais je pense que pas mal d'investisseurs savent sur les dividendes. Oui, parce que quand j'achète une action, j'ai droit à des dividendes. Alors, comment ça marche sur le tracker? Je vous remercie de me poser la question, Laurent. En fait, effectivement, quand on achète une action, on profite des dividendes de l'action. Mais avec l'ETF aussi. Tous les indices que l'on réplique sont des indices dividendes réinvestis. D'accord. Donc ensuite, il y a deux façons de gérer les dividendes, et donc ça dépend de l'ETF. Soit les dividendes sont distribués aux porteurs. Donc quand je suis sur mon PEA, je suis investi sur l'ETF CAC 40, on va avoir une distribution de dividendes en général 2 fois par an sur mon compte espèce. D'accord, donc voilà, je touche les dividendes comme pour une action. Ou alors ils sont capitalisés automatiquement, c'est-à-dire que les dividendes sont réinvestis automatiquement dans l'ETF. D'accord. Donc quoi qu'il arrive, je profite de la performance des dividendes. Et quand on sait que la performance du CAC 40 sur le long terme, elle provient notamment et principalement des dividendes des actions du CAC 40, on se dit que profiter des dividendes du CAC 40 ou d'autres indices, c'est quand même pertinent. C'est quand même pertinent. Moi, j'avais une question aussi sur finalement les indices, c'est ça, parce que vous l'avez dit, on peut s'exposer à l'eau, on peut s'exposer à des tas de thématiques. Comment ça marche la construction de ces indices plus généralement? Alors, soit on va répliquer des indices très simples. CAC 40, c'est des indices qui sont clés en main, qui existent déjà, CAC 40, S&P 500, Nasdaq, etc. etc. Donc ça, il n'y a pas de méthodologie particulière, il n'y a pas de création d'indices particulière à mettre en place. C'est des indices qui existent déjà. Par contre, effectivement, on a des indices de plus en plus customisés, spécialisés, effectivement. Ça, Donc par exemple, on a créé des indices avec des providers d'indices, donc des émetteurs d'indices. Donc on travaille avec des sociétés. Comme Euronext par exemple? Alors comme Euronext, effectivement, comme MSCI, comme S&P, qui vont travailler sur la construction d'un indice. Donc nous, on va leur dire, on veut un indice ESG, par exemple tout ce qui est investissement sur l'environnement, le social et la gouvernance. Donc c'est les investissements qui commencent à prendre vraiment du sens, beaucoup d'ampleur auprès des épargnants français. Et donc ils vont travailler sur la construction d'un indice, qui va exclure des sociétés, qui va retenir des critères extra-financiers pour construire cet indice-là. Et l'ETF, derrière, va répliquer cet indice-là. Et donc, effectivement, dans notre PEA, on va pouvoir également retrouver des ETF sur la zone euro, pour le coup, ESG, avec une méthodologie particulière construite
par une société spécialisée dans la construction d'indices comme Euronext, MSCI, etc. Donc ça veut dire qu'investir avec du sens, c'est ce qu'on dit en ce moment, c'est possible aussi grâce aux ETF. C'est possible aussi grâce aux ETF. Et effectivement, c'est toujours compliqué de savoir quelle action acheter, quelle action vendre, surtout quand on débute. On se rend compte quand on gère les questions des épargnants français, on a la question quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre, et surtout, qu'est-ce qu'il faut acheter. Dans l'indice CAC 40, quelle est la meilleure action à acheter? C'est compliqué d'y répondre. On n'a pas de boule de cristal. Donc, un des moyens de se prémunir à ce sujet-là, c'est déjà investir tous les mois. Comme ça, on n'a pas à gérer la question de quand acheter, le meilleur moment pour acheter ou le meilleur moment pour vendre. Donc, on investit sur le long terme tous les mois. Et l'ETF va nous permettre d'avoir toutes les valeurs d'un indice et donc d'être diversifié. Et on l'a vu là aussi, on le voit aussi, quand on achète un titre sur un marché donné, globalement, on se rend compte que ça peut être plus performant qu'un indice traditionnel. Ça peut être aussi beaucoup moins performant qu'un indice traditionnel. On va dire que c'est plus volatile de manière générale. Et donc, investir sur un ETF, j'achète 40 actions, je suis beaucoup plus diversifié. Et donc, je limite mes risques, en tous les cas. On a une question de Pascal, mais qui revient un peu à celle finalement du choix de l'action. Pour choisir un ETF, quel processus de trading choisir? Le même que pour les actions? Comment? Voilà, c'est vrai ça. Alors, quel processus de trading? Effectivement, c'est une question. On va regarder effectivement peut-être la liquidité de l'ETF. Donc ça, on a accès au carnet d'ordre. Il faut expliquer la liquidité. La liquidité, c'est la capacité à s'échanger le titre plus ou moins rapidement. À l'acheter et le vendre. Effectivement. Peut-être avant même de parler de liquidité, le point important qui revient souvent sur les ETF, parce qu'on se dit souvent un ETF, c'est pas cher, il y a des frais de gestion très faibles. Et donc le meilleur ETF, c'est celui qui est le moins cher. C'est le moins cher. Oui, et donc c'est faux. D'accord. Je vous le dis, c'est faux, Laurent. C'est pas parce qu'on a un ETF sur un sous-jacent donné qui va être moins cher qu'un autre qui va être meilleur sur longue période. Ce qui va être important, c'est la performance sur le long terme. C'est pour ça que derrière un ETF, on a des gérants. On est une société de gestion. Lyxor Asset Management est une société de gestion. Mais je veux dire, c'est la performance de l'indice finalement. Oui, mais en fait, la capacité du gérant, par exemple, à récupérer les dividendes, parce qu'il y a de la fiscalité qui peut être différente en fonction de répliquer au plus près aussi. À répliquer au plus près, sa capacité à se coller à l'indice, parce qu'on peut très bien dire je réplique un indice, mais avec des amplitudes beaucoup plus marquées. Beaucoup plus marquées. Donc ça, c'est la capacité du gérant à réussir à gérer son ETF. Et donc derrière, on va découler, comme je disais, un peu la liquidité. Mais le point important déjà, c'est effectivement de se poser la question d'investir sur les marchés financiers pour effectivement peut-être prendre plus de risques qu'un livret A, mais en tous les cas chercher plus de rendement avec le risque de perte en capital qu'il y a derrière. Et derrière, le faire avec un ETF va me permettre de rechercher beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de souplesse. Bon, on a une question d'Anthony. Dans les ETF, on constate que les premières lignes représentent le poids de cet ETF. In fine, finalement, ça va dépendre principalement des sociétés avec le pourcentage les plus importants. Il se demande s'il serait possible d'avoir un ETF équipondéré avec, par exemple, toutes les sociétés du CAC 40, j'imagine. Alors, ça existe. Nous, on n'en fait pas. On n'a pas de billet là-dessus, mais effectivement, ça existe. Si je ne dis pas de bêtises, ça existe. Nous, on se concentre sur des indices qui respectent la capitalisation boursière. Tout à fait la performance de l'indice, non? C'est plus l'indice, c'est un indice customisé, d'accord. Alors là, je sais qu'il y a beaucoup de débats entre ceux qui disent qu'effectivement un ETF un indice équipondéré marche mieux qu'un indice respectant la capitalisation boursière. En réalité, quand on regarde un peu dans le détail, on s'aperçoit que ça dépend des périodes. Il y a des périodes où effectivement avoir un indice équipondéré, c'est mieux qu'avoir un indice respectant la capitalisation boursière. Là, donc, chacun fera son propre choix, aura sa propre conviction. Chez Lyxor, aujourd'hui, on ne gère que des ETF avec respectant les indices en fait et les capitalisations des indices. On a Nicolas qui nous dit que Lyxor fait des efforts pour rendre l'achat d'une seule part d'ETF accessible, mais que ce n'est pas forcément le cas de tous. Est-ce qu'il sera possible un jour d'acheter des fractions d'ETF ? Alors aujourd'hui, c'est possible via certaines plateformes. Donc avec Lyxor, non, parce que nous, en fait, on est société de gestion. Justement, vous avez fait en sorte que, on l'a dit, 22 €, 64 €. Bon, je pense qu'on peut tous se le permettre. Effectivement. Donc nous, on a réduit effectivement le prix d'acquisition de la part parce que effectivement, quand un ETF valait 200, 300, 400 €,
On retrouve le même problème qu'avec une action. Exactement. Finalement. Donc voilà, donc acheter des fractions, ça sera potentiellement possible. Faut regarder en fait votre intermédiaire financier qui va le permettre ou pas. Moi j'ai envie de vous poser une question. C'est sur finalement, vous l'avez dit, il y a de multitudes de sujets. Comment je m'y retrouve, ne serait-ce que dans la gamme Lyxor? Je vais voir sur le site Lyxor comment c'est classé, tout ça, comment je peux retrouver et les indices peut-être traditionnels, mais aussi ces thématiques qui sont un petit peu plus originales. Alors on a essayé de faire un gros travail de pédagogie chez Lyxor. C'est pas toujours simple de s'y retrouver, ne serait-ce que dans les noms. Hein. Je dis pas ça forcément pour Lyxor, mais alors vous avez raison de me brancher sur le sujet des noms. En fait, j'ai voulu il y a quelques années libeller les ETF éligibles au PEA avec des noms français. Oui. Donc par exemple, le Lyxor PEA MSCI World s'appelle le Lyxor PEA Monde. Oui. Le Lyxor, on a un indice immobilier qui est assez technique, le libellé est assez technique, puisque on a le nom de l'indice, il s'appelle Lyxor PEA Immobilier par exemple. Donc en fait, le nom, on les a travaillés pour les rendre plus adaptés aux investisseurs, aux nouveaux investisseurs particuliers pour qu'ils s'y retrouvent. Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, de manière générale, sur notre site internet, on a créé une page qui s'appelle les ETF phares de la gamme Lyxor. On va retrouver les best-sellers, effectivement, parce que là aussi, on s'aperçoit que les nouveaux épargnants français recherchent des produits simples pour s'exposer au marché financier. Ils ne veulent pas de technique. Donc, on va voir que les particuliers français vont de plus en plus acheter du CAC 40 ou alors pour s'internationaliser, du MSCI World, du S&P 500, des choses qui leur parlent. On a même, pour déborder un petit peu le sujet, créé un moteur de recherche ETF par contrat d'assurance vie. Donc ça aussi, c'est un point important. J'ai mon contrat d'assurance vie et je peux voir les ETF qui vont à l'intérieur. Donc il me suffit de taper mon contrat Boursorama Vie. Hop, je vais voir tout de suite en quelques clics quels sont les contrats Boursorama qui référencent mon contrat, mon ETF. Ou alors je vais taper Lyxor CAC 40 et je vais voir quels sont les ETF qui référencent le ETF CAC 40. Donc voilà, donc il y a toutes ces choses-là sur lesquelles on a travaillé chez Lyxor pour accompagner les épargnants français dans leur choix, d'épargne, choix éclairé et dans leur choix de support. On est quasiment à la fin de cette conférence. Peut-être une dernière question, celle de Fabrice. Alors, on va essayer de ne pas être trop technique parce que ça peut le devenir, mais il nous pose une bonne question assez fondamentale. Répliquer un indice, ça marche comment plus précisément? En fait, on a deux façons de répliquer un indice, une façon directe, une façon indirecte. La façon la plus simple, c'est la façon directe. Donc, l'ETF CAC 40 va acheter les 40 valeurs. Lyxor peut le faire. C'est plus compliqué pour nous, mais voilà. Lyxor peut le faire. On va pouvoir répliquer, avoir un package. Donc, le gérant va acheter les 40 valeurs du CAC 40 dans l'indice. Ça, c'est la réplication directe. C'est la réplication qu'on va utiliser pour des indices vraiment très simples à répliquer, par exemple. Donc le CAC 40 où il y a peu de valeurs. Après, typiquement, on parle du PEA. Comment on fait pour s'internationaliser Puisque on ne peut pas détenir ces actions en direct, justement. Voilà. Alors, je rappelle que l'ETF est un fonds. D'accord. Donc, le fonds va acheter des actions de la zone euro, donc éligible au PEA, ce qui fait bien que l'ETF est bien éligible au PEA. Bien sûr. Et on va faire un échange de performances pour obtenir la performance du S&P 500 par exemple ou du MSCI World. Et on va le faire tous les jours, ce qui va nous permettre donc d'avoir un fonds éligible au PEA, mais d'être exposé à la performance d'un indice étranger. Et donc ça, c'est la réplication indirecte. Et c'est pas parce qu'on réplique un indice qu'on ne bosse pas. Hein, effectivement, il y a un gros travail de gestion derrière, encore une fois. Les gérants sont clés dans la gestion d'un ETF. Et donc, cette réplication est assez innovante parce qu'elle va permettre de justement diversifier son PEA. Bon, voilà, c'était la dernière question pour cette conférence sur le PEA et sur la place que les ETF peuvent y prendre. Si on a encore des questions sur les ETF, sur les ETF Lyxor, vous donnez votre 06. Alors, on a affiché notre 06, alors notre 01 sur les slides. Donc, vous allez pouvoir nous retrouver sur le stand Lyxor ETF. Et voilà, sur le salon. Les questions. Vous allez retrouver beaucoup de vidéos pédagogiques, beaucoup de contenu, notre gamme PEA typiquement pour vous y retrouver. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. On sera disponible pendant ces 3 jours de bourse du salon. Du salon, pardon. Pendant ces 3 jours-là pour répondre à vos questions. Et n'hésitez pas à nous solliciter ou par mail ou par téléphone. Et voilà, tous sur le stand de Lyxor ETF. Merci Jérémy de nous avoir présenté les avantages du PEA aujourd'hui. Merci beaucoup, à bientôt. Et voilà, c'est fini pour cette conférence, mais vous l'avez dit, voilà, les stands seront bientôt accessibles. Et puis, n'oubliez pas, 2 belles conférences qui arrivent cet après-midi sur Total Energy et L'Oréal. Restez avec nous sur le Bourse Live. À tout de suite, à très bientôt en tout cas.